je vous présente donc les trois intervenants que vous pouvez voir ici. Donc, il y a Christine Mailly, c'est donc pour le réseau wallon de lutte contre la pauvreté, dont elle est secrétaire générale. Bonjour. Bonsoir. Arnaud Levesque, secrétaire fédéral donc pour la FGTB, mais je pense que tu vas nous montrer aussi le point de vue du mouvement syndical en général. Et puis, on a un chercheur en sciences économiques, c'est Nabil Cheikh Hassan. Bonsoir. Voilà, bonsoir. Donc, il y a des faits qui, en temps normal, sont peut-être mieux cachés, mais qui, en temps de crise, apparaissent tout à coup en pleine lumière. Je pense bien sûr au rôle que jouent pour la tenue de nos sociétés les petites mains dans le secteur de la santé, dans le secteur du nettoyage, des transports, etc. Mais je pense aussi à la vérité qu'il existe des antagonismes irréconciliables qui tout à coup, là, nous sautent aux yeux entre, d'une part, les intérêts particuliers du grand patronat, du capital et notre intérêt collectif à avoir des conditions de travail sécurisées, des services publics décemment financés, etc. Donc la première question que je vais poser à nos intervenants, ça va être de faire le bilan de ce que nous apprenons collectivement de cette crise, en quoi elle change notre regard, mais aussi quels sont les nouveaux défis et les nouveaux dangers, car nous savons qu'il y a des personnes qui travaillent déjà à faire en sorte qu'il y aura, à la sortie du corona, que tout reprenne comme avant, qu'il n'y ait pas de changement, pas de remise en cause sociétale, pas de remise en cause écologique, et qui travaillent aussi à ce que ce soit les plus fragiles qui vont payer la facture de cette crise. Voilà, donc chacun aura 8 minutes pour répondre à cette première question. Je sais que c'est vraiment court, 8 minutes, mais vous ferez au mieux. Et ensuite, on fera un deuxième tour de table plus sur la question de la stratégie, en fait. Comment est-ce que nous faisons pour ne pas nous éparpiller dans nos demandes de redéfinir le pacte social, pour pouvoir faire poids face aux défenseurs du statu quo. Et pour cette question, ça sera un peu plus court. Chaque intervenant aura 4 minutes. Voilà. Ensuite de quoi, c'est vous qui aurez la parole. Dans la salle virtuelle. À n'importe quel moment de cette conférence, vous n'hésitez pas à mettre vos questions dans les espaces de discussion, Zoom ou Facebook. En régie, on a Olivier, on a Grégory qui sont en train de collecter les questions et qui nous les présenteront donc à peu près à la moitié de cette conférence. Ensuite, donc, ces questions-réponses, ça sera une demi-heure, on va voir. En tout cas, on essaie de s'arrêter à 19h30 précise. Voilà, donc première question, les enjeux et les défis et qui va payer. Et donc, je propose de commencer par Nabil. Nabil, si ça te va. Ouais, ok. Nabil, ouais, tu as publié une belle carte blanche en fait dans la revue politique. Et cette carte blanche contenait déjà plein d'éléments de réponse à cette question. Ouais. Du coup, je ne sais pas si je vais dire exactement ce qu'il y a dans la carte blanche, mais peut-être commencer par rappeler ce que la crise nous rappelle à toutes et à tous. D'abord, la crise rappelle l'importance absolument centrale de la sécurité sociale. Et contrairement à ce que dit M. Timmermans, qui est le chef de la FEB ce matin ou hier, il rappelait que plus que la sécurité sociale, c'était le télétravail qui était le truc qui nous a sauvés dans cette crise, alors que pas vraiment. Le levier incontournable qui est central aujourd'hui, c'est la sécurité sociale qui permet à des milliers de chômeurs aujourd'hui d'avoir des continuités de revenus. Le deuxième élément le plus important, c'est évidemment les travailleurs qui sont au centre, et les travailleuses qui sont surtout au centre de cette crise et qui, au jour le jour, assurent la continuité des services, que ce soit de l'État ou de services privés. Donc, il y a beaucoup de femmes qui sont en première ligne, que ce soit dans les soins, dans le commerce et dans d'autres secteurs. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui, pour ceux qui ont oublié ou ceux ou celles qui avaient oublié, que c'est le travail qui fait en sorte que les choses qui se passent en fait, au jour le jour dans l'économie. Et ce que la crise nous rappelle en troisième point, c'est qu'il y a aussi malheureusement des trous dans notre protection sociale. Les artistes, les gens qui ne sont ni sous statut indépendant ni sous statut salarié,
tous les gens qui émargent au CPAS, peut-être dont Christine va parler, ceux qui sont hors radar de la sécurité sociale et hors radar du CPAS, tous ces gens-là, malgré notre système, n'ont pas de revenus et viennent grossir, par exemple, les fils de l'aide alimentaire. Donc ça nous rappelle ces éléments-là, cette crise, et la crise aussi nous rappelle qu'on va devoir faire avec, je vais quand même rappeler, 2 certitudes et une incertitude. La première certitude, c'est que les recettes de l'État et de la sécurité sociale vont ramasser un bon coup, pour le dire platement. En gros, vu que l'économie est à l'arrêt, vu que la croissance économique est à l'arrêt, ce sont autant de recettes en moins pour l'État et pour la sécurité sociale. Et qui dit pas de croissance, dit pas de recettes, qui dit pas de recettes, dit potentiel problème budgétaire à venir. On ne connaît pas l'ampleur, mais on est sûr que ça va arriver. Deuxième certitude, c'est que les partis de droite et le patronat sont déjà visiblement à la manœuvre pour réactiver leur discours avant la crise. Avec l'encouragement à essayer de diminuer la fiscalité et gagner juste de l'argent en net et pas de l'argent en brut, avec le fait qu'il faille remettre le plus de monde possible, le plus rapidement possible au travail. On le voit aujourd'hui avec le déconfinement. C'est d'abord aller remplir les magasins et puis voir ses familles. Donc, il y a des options stratégiques qui sont déjà sur la table. Et donc, toute une série d'éléments qui nous indiquent que le business as usual d'avant risque de revenir au devant de la scène. Donc, sans oublier en plus le fait que l'extrême droite est potentiellement en embuscade pour profiter de la crise au nord du pays et imposer son agenda de fermeture des frontières et du racisme ambiant et d'accuser les pauvres et les faibles de tous les maux. Donc, en gros, ça, c'est les 2 certitudes qu'on a. Il y a une incertitude, c'est comment est-ce qu'on va réagir les organisations du mouvement social, comment vont réagir les partis progressistes, et donc quelle réponse politique il va y avoir à la crise, et quelle réponse sociale des organisations genre syndicales ou des grosses assos du mouvement social. Parce que tout le monde tient le discours du « on ne veut plus que ça soit comme avant », mais entre la FEB qui est pro-télétravail, pro-salaire net, pro-flexibilité du travail et les autres qui sont pour relocaliser l'économie, pour revaloriser les salaires de celles qui ont été en première ligne, d'étendre la sécurité sociale, entre les 2 positions, il y a un gouffre. Enfin, il y a un véritable gouffre entre les 2. Et donc, du coup, la question, c'est comment est-ce qu'on va faire pour… Enfin, là, il y a une incertitude, en tout cas, pour le mouvement, de la réponse que le mouvement social va apporter, de la réponse que les partis progressistes vont apporter. Est-ce qu'on va rentrer en négociation dans les termes de la négociation du patronat, oui ou non? Parce que si on rentre dans les termes de la négociation avec la question telle qu'elle est posée, à savoir comment concilier économie et santé, comment faire pour que le monde d'avant revienne le plus rapidement possible à la normale, rien que la question induit déjà la réponse. Enfin, je veux dire, si on joue dans ce jeu-là, on est quasi sûr et certain de revenir dans le monde d'avant. Alors, du coup, quelles sont les pistes ou quelles sont les grandes pistes pour sortir de ce cadre-là? Il y a d'abord une piste peut-être monétaire. Enfin, sans rentrer dans les détails, et en plus parce que je ne suis pas spécialiste des questions monétaires, loin de là, il y a une partie des réponses qui se trouvent du côté de la Banque centrale européenne. Sans rentrer dans un débat hyper compliqué techniquement, il y a moyen de payer la facture de la crise juste en imprimant de la monnaie, un peu de l'argent magique qui en sort de nulle part, parce qu'il n'existait pas la semaine passée. Et on peut payer juste tout ce qu'a coûté la crise là maintenant en demandant à la Banque centrale d'imprimer l'équivalent en argent. Visiblement, il y a des indices qui montrent sur les dernières années, sur les dernières décennies, les 15-20 dernières années, qu'on est capable de faire ça sans risquer ce que l'Allemagne redoute le plus, à savoir une grosse inflation et des drames. Il y a moyen qu'il n'y ait pas d'inflation et qu'on puisse imprimer ça et en fait imprimer de la dette qu'on ne remboursera jamais, grosso modo. Ça, c'est la solution la plus optimale parce que ça signifierait que les citoyens aujourd'hui ne ressentiraient pas le coût de la crise en gros. Alors le problème, c'est que les Pays-Bas, l'Allemagne, d'autres pays européens, une partie de la Flandre, le patronat probablement en Belgique, est contre cette solution-là. Et donc du coup, la conséquence, c'est qu'on s'endette aujourd'hui pour payer la crise et ils vont demander de rembourser cette dette. Alors pour donner des chiffres de grandeur, avant la crise aujourd'hui, le trou budgétaire de l'État belge, juste avant la crise, en 2020, on était censé rembourser 13 milliards de déficit public. Aujourd'hui, on estime qu'en 2020, on va arriver à 30 ou 35 milliards de déficit. Donc, on fait un gros x3.
avant la crise, on ne savait déjà pas comment on allait pouvoir trouver 13 milliards de manière… enfin, si, certains voulaient juste diminuer les services de la sécurité sociale, mais c'était déjà extrêmement compliqué d'aller trouver 13 milliards. Alors imaginez 30, 35 ou 40 milliards, c'est impossible sans drames sociaux. Et donc, du coup, le problème, c'est que si la Banque centrale n'agit pas, on va devoir trouver une solution pour combler ce trou. Et donc, je dis, il ne faut pas répondre à la question de comment rembourser la crise. Cette question-là, c'est une question qui nous amène de facto à un retour au business as usual. La question, c'est quelles mesures on va mettre en place aujourd'hui pour qu'on rentre véritablement dans une société qui valorise ce qu'on a trouvé bien dans cette crise, à savoir les premières lignes, la sécurité sociale et le fait que effectivement la qualité de l'air s'est améliorée localement à Bruxelles parce que les embouteillages ont diminué. Le fait qu'on a retrouvé, certains ont retrouvé plus de temps, pas tout le monde, mais loin de là, mais certains ont plus de temps. Et donc, valoriser toutes les petites choses positives qu'on a vues émerger dans cette crise-ci. Et donc, pour finir là-dessus, il y a des solutions possibles. Pour la sécurité sociale, ça implique de trouver des moyens nouveaux. Et les moyens nouveaux, c'est repartir déjà à revenir à l'avant-tax shift. Le dernier gouvernement a diminué les cotisations sociales. Il y a des moyens il y a des moyens nouveaux qui sont possibles d'être retrouvés pour la sécurité sociale, soit en augmentant les cotisations sociales au même niveau qu'elles étaient il y a quelques années à peine, soit en s'attaquant aux bagnoles de société, à tous les montages qu'il y a pour le moment pour ne pas payer de salaire. Je conclus, hein, pour ne pas payer de salaire, pour ne pas payer de cotisations sur certaines formes salariales. Donc, il y a des moyens possibles pour la sécurité sociale. Il y a des moyens possibles également dans une fiscalité beaucoup plus progressive. Pour le moment, en Belgique, il y a une sorte de précompte. On paye, les gens qui payent de l'impôt sur le capital le payent directement via leur banque et il n'y a pas de visibilité de la part de l'État sur savoir qui paye en fait ça. L'État reçoit l'argent, mais on ne sait pas comment ils sont distribués, comment est distribué cet argent. On ne sait pas dire si c'est 1000, 2000, 3000, 4000, 15 000 personnes qui payent cet argent-là. Et donc, du coup, établir une fiscalité progressive, une fiscalité sur le capital, peut aider à avoir des moyens nouveaux. La question, c'est est-ce que les mouvements sociaux, est-ce que les partis politiques vont se bouger pour avoir ces mesures-là, pour les obtenir véritablement? Pas juste mettre ça sur une feuille de papier et dire ça serait bien d'avoir ça. C'est organiser un plan d'action, mettre des gens dans la rue, bloquer des trucs pour pouvoir obtenir des victoires concrètes pour les gens. Et donc, c'est ça la question. La question n'est pas qui va payer la facture de la crise. La question, c'est est-ce qu'on va obtenir des droits nouveaux et comment est-ce qu'on va les financer et avec quels moyens nouveaux on va les financer. Voilà. Merci. Bon, je crois que ça fera une belle transition vers notre deuxième partie. Mais en attendant, donc je pose un peu la même question à Christine. Donc Christine, tu es aussi co-signataire d'une autre carte blanche qui était intitulée Gérer l'urgence puis réinventer l'avenir. J'ai bien aimé le titre, je trouve qu'il résume bien nos défis actuels. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus concrètement dans ton travail de tous les jours pour la lutte contre la pauvreté? Qu'est-ce que ça signifie? Oui, je vais en effet intervenir en me positionnant à l'intérieur de l'action et du terrain, puisque moi, l'endroit où je me situe à partir du réseau wallon de lutte contre la pauvreté, c'est d'être pour le moment encore, je veux dire, les deux pieds sur le terrain tous les jours quotidiennement. Dans le cadre de la crise du Covid et en même temps d'essayer de réfléchir en hauteur pour voir comment de façon macro agir. Et donc je vais situer ma réflexion par rapport à ça. Je trouve que, alors c'est dramatique de dire ça évidemment dans le cadre d'une crise sanitaire qui insécurise tout le monde, où il y a des morts derrière et de l'insécurité, mais il y a des vertus, je ne sais pas si le mot convient à cette situation. Moi je constate en tout cas qu'une chose, c'est que cette situation pour le moment révèle comme le nez gros au milieu du visage l'ensemble des inégalités structurelles existantes dans notre société précédemment à la crise, puisque le fait de la crise sanitaire en soi qui conduit au confinement et à garantir que les gens ne soient pas contaminés ou n'en contaminent pas d'autres, fait qu'on doit s'intéresser à tout le monde. Donc on cherche ceux qu'on ne voulait pas voir avant.
Donc c'est assez étonnant de voir comme il y a une forme d'énergie au nom de la santé sanitaire à trouver depuis les sans-abri, depuis les gens qui sont travailleurs dans des contrats de travail tout à fait déstructurés, depuis les femmes qu'on identifie tout à coup à l'avant-plan, en passant par, tiens, il y a des gens hospitalisés en santé mentale, on s'en rend compte, il y a des hôpitaux psychiatriques remplis, il y a des jeunes placés en aide à la jeunesse, tiens, il y a des mal logés, il y a des gens qui vivent en nombre incroyable dans des appartements, dans des tours ou des quartiers où il n'y a pas d'espace vert autour. Ah tiens, il y a la fracture numérique. Ah, on n'en parlait jamais avant que sous l'angle, les gens ne sont pas capables. Aujourd'hui, on se rend compte, il y a des problèmes de connexion, de matériel. Il y a un ordinateur dans une famille pour 4 enfants. On fait comment si tout le monde est en train d'étudier pour partager le truc, etc. Donc je trouve, moi je n'ai jamais vu, en tout cas depuis que je travaille, un temps sociétal où il y a un effet révélateur, un effet loupe, qui fait qu'aujourd'hui, moi je suis dans une task force wallonne où on se réunit tous les 2 jours avec tous les cabinets, donc des 3 couleurs de la région wallonne, hein, écolo, PS et MR, pour essayer de voir comment atténuer les effets du confinement et les effets des décisions prises sur les gens les plus faibles. Tous ceux que je viens de nommer maintenant, y compris des travailleurs. Hein. Et je suis tout à fait étonnée comme les mêmes réalités que nous essayons avant la crise de décrire, de nommer, de rendre existantes, de rendre effectives en disant mais il y a des gens qui n'ont pas de droits dans notre société, etc., étaient presque pour certains, j'ai envie de dire, du fantasme, de l'irréalité, de l'invisibilité. Et aujourd'hui, c'est une évidence. Donc ça, il n'y a plus besoin de le prouver parce que il faut éviter le danger et qu'il représente un danger au plan sanitaire. Donc ça, je trouve que c'est un élément important dont il faut se servir pour le moment. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire petitement, hein, à notre mesure, dans une alliance, entre guillemets, je ne parle pas d'alliance politique ici, je parle d'alliance entre des acteurs dans des statuts différents, des cabinets ministériels, des administrations et du terrain associatif, et à essayer de croiser pour voir comment les inégalités ne vont pas conquérir la manière de gérer la crise, voilà, la crise sanitaire, hein, pour ne pas qu'elle se surajoute en fait à ce terreau d'inégalités préexistant par des droits non opérants pour l'entièreté de la société. Je trouve aussi que c'est un effet révélateur, ça Nabil vient de le dire, je ne vais pas m'étendre trop, mais sur l'existence de l'État. Alors, l'État sous différentes facettes. Dans l'État, il y a la sécurité sociale, mais dans l'État, il y a des administrations. Dans l'État, il y a des acteurs qui étaient aussi invisibilisés aux yeux des gens, qui aujourd'hui sont rendus. Enfin, on se rend compte qu'ils ont de l'importance et ils sont là autour de la table. Et ça permet aussi de se dire comment est-ce qu'on revalorise l'État à condition que ça soit pour plus d'État et mieux d'État. Hein, donc plus de sécurité sociale et mieux de sécurité sociale, plus de droit du travail et mieux de droit du travail. Et le travail est éloquent ici. On voit que pour des raisons économiques, on s'est d'abord intéressé aux travailleurs et tant mieux pour eux. Hein. Il le faut et moi je suis favorable à ça. Hein. Mais à qui, j'ai envie de dire aux travailleurs qui sont encore dans les contrats les plus stables, si on peut dire, hein, parce que le 70% de chômage avec tous les avantages, etc., suivant qu'on a un haut revenu à temps plein ou qu'on a un bas revenu à temps plein, hein, puisque les revenus sont très bas dans notre pays, rappelons-le, hein, en moyenne pour toute une partie de gens, qu'on soit à temps partiel, qu'on soit une femme avec charge de famille, etc., même le chômage temporaire, avec tout le combat qui a été mené au plan syndical, il est en train d'appauvrir les gens et on ne sait pas encore d'ailleurs si tout le monde va retrouver du travail dans ce chômage temporaire. Il y en a qui vont le retrouver, il y en a, enfin j'entendais en tout cas qu'il y avait déjà des négociations pour que tout le monde ne reprenne pas nécessairement, et pour des raisons sanitaires et de protection, moi je suis d'accord, mais maintenant si c'est aussi pour des équilibrages économiques. Mais derrière tout ça, qu'est-ce qu'on a découvert? Alors pas nous, mais c'est un révélateur, c'est la masse des gens qui travaillent dans notre société, dans des contrats scandaleux, hein, ou dans du non-contrat. Hein, on va aller jusqu'aux sans-papiers qui travaillent en noir depuis des années chez nous, au vu et su tout le monde, c'est une perte de revenus nette intégrale, mais on peut parler du flexi-job, on peut parler du travail à la journée, Nabil a cité les artistes, etc. Les femmes qui gardent des enfants à domicile, suivant le contrat, il y en a, c'est une perte nette, il y a 0 enfant, il n'y a pas de revenus, etc., etc. Donc, c'est un
un geyser, je trouve, de révélation aussi de en quoi il faut se battre pour le droit du travail et la valeur du travail. Moi, je crois fondamentalement au travail. Je ne suis pas quelqu'un qui suis pour la déconstruction du travail, au contraire, mais je pense qu'il faut défendre pour demain, pour ne pas être dans la même chose, l'orientation de métiers. Alors, on a une expression au réseau qui dit de métiers qui font du bien à ceux qui l'exercent. Donc ça, c'est les conditions de travail, de revenus, on choisit son travail, etc., etc. Hein. Tout ce dont on est très loin aujourd'hui dans le champ, malheureusement, du droit du travail. Enfin, pas du droit du travail, mais de la manière dont le travail est organisé. Mais donc des emplois qui font du bien à ceux qui l'exercent, qui font du bien à ceux qui en bénéficient. Donc, on pense ces métiers de l'essentiel, etc. Hein, donc, du travail qui produit quelque chose qui est utile, nécessaire et qui fait du bien, et qui fera du bien au contrat social, qui fera du bien au lien social, à la collectivité, et qui fera du bien à l'environnement, à la biodiversité, etc. Donc, nous, on trouve que ça remet ça en avant et qu'il faut évidemment essayer de ne pas recommencer avant exactement, et je ne vais pas répéter ce que Nabil a dit de la même façon. Donc voilà, ça révèle le problème migratoire, ça révèle le problème des femmes, ça révèle le problème de tous les oubliés hors sécurité sociale, ça révèle la déstructuration du chômage, ça révèle la déstructuration du travail, ça révèle l'hyperconditionnalisation des droits dans les CPS, etc. Ça révèle qu'il y a même des droits de base qui ne sont pas rencontrés, le droit à l'énergie, le droit à l'eau. Cette crise nous a amenés à, en pas de semaine, arriver à rendre du droit minimum dans des droits qui, en toute légalité, étaient empêchés aux yeux des gens. Hein. Parlons de l'eau et de l'énergie. Donc on est arrivé à faire que les gens ouvrent leur robinet, ils ont de l'eau et les gens ont de l'électricité. En prenant des décisions politiques ensemble. Donc moi, ce que ça révèle aussi, c'est que c'est possible de prendre des bonnes décisions vite. Alors, je sais bien qu'on dit pour le moment, ah ben oui, mais il faudra les payer, ces bonnes décisions vite. Et est-ce qu'elles vont durer? Ben non, évidemment. Si on n'est pas vigilant, on remettra des compteurs à budget, on va remettre des limiteurs de débit d'eau, on remettra les gens dans des contrats merdiques, etc. Mais on voit aussi que pourtant, il est possible de s'entendre sur des décisions rapides, et en tout cas qu'elles sont opérationnalisables. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que ça enlève en tout cas tous les arguments techniques de complexité, etc., qui empêcheraient de faire les choses autrement. On est en train de découvrir que c'est possible d'appliquer un certain nombre de choses autrement. Alors, il faudra les financer, bien sûr, et donc là, je ne vais pas m'étendre, Nabil a parlé de la BCE, de la fiscalité, tout ça. Il y a longtemps qu'on se bat tous pour, enfin, qu'on ne se bat pas tous, malheureusement, il faudrait qu'on se batte tous pour une fiscalité juste qui finance, etc., une BCE différente, etc. Et donc, si je dois approcher de la fin, je ne sais pas où j'en suis dans le temps. Oui, c'est fini, il faudrait. C'est fini d'ailleurs. Ouais. Moi, je dirais qu'en tout cas, je vais conclure vite, c'est que pour le réseau, en termes d'enjeux, je trouve qu'on a les réponses parce qu'avant la crise, il y avait déjà suffisamment de gens qui évoquaient tout ça, toute cette réalité de la sécurité sociale, la fiscalité, etc. Je trouve que l'enjeu maintenant, c'est comment ça se coalise, porté par qui, à quel endroit, dans le rapport de force suffisant pour arriver à l'imposer. Mais ce qu'on a de plus maintenant, c'est précisément de ne pas perdre cette analyse de la réalité de la crise actuelle sanitaire et d'arriver à ne pas la perdre non seulement dans le monde des militants associatifs, des administrations, des engagés, de certains politiques qui se battent dans cette direction-là, etc. Mais comment aussi on ne la perd pas dans le monde populaire et dans la population. Donc comment on fait passer de l'émotion collective actuelle des applaudissements à 20 heures, etc., 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 à une émotion politique au sens compréhension de à cause de quoi est-ce que ça fonctionnait comme ça avant, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on fait les bons constats, et donc comment on garde ça en émotion politique. Alors je ne sais pas si les deux mots vont ensemble, mais je trouve que ça a une certaine force dans la population de parler d'émotion politique. Voilà, ouais. Je terminerai là-dessus. Ouais, d'accord. Ben merci. Donc, oui, tu nous as décrit des situations difficiles, mais en même temps, tu nous parles vraiment de solidarité nouvelle, et je trouve ça fait du bien d'entendre aussi des messages d'espoir comme ça. Donc, merci. Avant de passer la parole à Arnaud, juste une petite remarque, voilà, technique pour les personnes qui nous écoutent. Vous pouvez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre tout de suite. Attendez pas le dernier moment parce qu'il faut derrière qu'il y ait
en coulisses Greg et Olivier qui les prennent et voilà, il leur faut un tout petit peu de temps. Donc, allez-y directement si vous avez des petites questions en tête. Voilà, merci. Donc, Arnaud, qu'est-ce que les syndicats peuvent nous apporter comme regard particulier sur les enjeux de cette crise? Voilà, d'abord la partie analyse, puis on reviendra peut-être un peu plus longuement sur la stratégie juste après. Oui, mais tout d'abord, voilà, moi je vais parler avec ma casquette de syndicaliste FGTB. Je vais évidemment me focaliser un peu plus sur le monde du travail, peut-être moins sur la question des intérêts immédiats des travailleurs, mais plutôt plus sur le monde du travail en tant qu'élément structurant de la société. Pourquoi? Ben voilà, le gros des activités humaines tourne encore et toujours autour du travail. Je parle de toutes les sortes de travail, salariés ou non. Malgré l'automatisation, la digitalisation, on se rend compte, notamment avec la crise, que c'est encore et toujours le travail humain qui est le principal producteur de biens, de services, de richesses en général dans la société. C'est le travail qui fait perdurer, qui reproduit la société. Le travail salarié et le travail gratuit, principalement exercé par les femmes par ailleurs. Et voilà, on se rend compte aussi que toute évolution du monde du travail, du marché du travail, a un impact sur le restant de la société, comme ça a été dit par mes deux co-conférenciers. Effectivement, quand le monde du travail se dérégularise, se dérégule tout court d'ailleurs, que le temps de travail s'allonge, que les horaires deviennent de plus en plus irréguliers, que les contrats sont moins stables, ça a un impact notamment sur la santé de la population, ça a un impact sur le bien-être général. Par contre, à contrario, quand les contrats sont plus stables, quand le travail a plus de sens, quand on va vers une réduction collective du temps de travail, ça a un impact positif sur l'ensemble de la société, notamment en termes de santé, mais aussi de beaucoup d'autres choses. Et donc, pourquoi je dis ça? Ben voilà, toute remise en question d'un modèle sociétal passe forcément par une remise en question du travail, à la fois sur les modalités et aussi et surtout sur ses finalités. Bon voilà, le contexte étant posé, ben, qu'on vient de voir de notre côté, quel rôle doit avoir le monde du travail dans la nécessaire transition vers un après-Covid qui soit plus désirable, ou plutôt quel rôle on doit lui donner, nous, syndicats, à ce monde du travail, dans cette transition, et que doit-on faire pour lui redonner le rôle qui est le sien, le monde du travail, comme peut-être moteur de la transition sociale, énergétique, etc. Donc, aujourd'hui, on voit de la part de syndicalistes et d'autres acteurs de la société civile beaucoup d'appels à un changement sociétal, et ça vient d'être redit par mes camarades juste avant. Demain, c'est le 1er mai, une série de syndicalistes, en particulier de mon organisation, ont déjà fait ou vont bientôt faire leur discours de 1er mai. Et évidemment, ils sont axés sur la crise actuelle. Voilà, on va refuser toute cure d'austérité qui s'en suivrait après la crise. On ne payera pas la note. Il est possible d'effacer une partie de la dette publique. Il est temps de prendre en compte l'urgence climatique, etc., etc. Tous ces discours-là, avec lesquels je suis évidemment à 100% d'accord, voilà, vont se passer, se tiennent déjà depuis quelques jours et vont se passer dans les jours qui viennent. De même, certaines édiles syndicales ont appelé à la conclusion d'un nouveau pacte social et écologique, un peu sur le même modèle que celui d'après-guerre, qui a notamment posé les fondations de la sécurité sociale. Voilà. Cet appel a été fait. Dans l'absolu, je ne suis pas opposé, mais il y a quand même un élément qui est relativement marquant, c'est que Peter Timmermans, donc le patron de la FEB, a tout de suite dit qu'il était d'accord de discuter d'un nouveau pacte social et écologique. Il est tout à fait d'accord de se mettre à table avec les syndicats. Je dirais, en fait, c'est normal qu'il dise qu'il est d'accord. Parce qu'aujourd'hui, le rapport de force est complètement de son côté. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas une question que du côté patronal, on est prêt à comprendre qu'il est temps de remettre en question le modèle auquel on s'accroche, qu'il est critiquable, qu'il a montré ses limites, etc. Non, les intérêts qu'ils poursuivent aujourd'hui peuvent être totalement rencontrés. Le monde du travail n'a pas le rapport de force, le monde patronal, oui. Et donc, effectivement, ils sont prêts à s'asseoir pour faire passer de gré ou de force leur vision sociétale. Et donc, la question est posée. Comment faire pour renverser le rapport de force? Parce que c'est la clé, évidemment. Il ne s'agira pas de compter, comme j'avais déjà dit, sur la compréhension de la nécessité de changer de modèle social. Non, c'est une question d'abord de pouvoir imposer notre vision des choses au monde patronal et à la droite. Donc,
Je m'y retrouve dans mes notes, autant le dire tout de suite. Donc, oui, c'est ça, que ça soit par rapport à l'austérité qui s'annonce, à l'urgence climatique, etc. On doit forcément se questionner sur la manière de l'imposer. Et bien entendu, quand on pourra de nouveau se mobiliser concrètement dans la rue, on ira faire des manifs, bien entendu. On parlera peut-être de grève, on parlera peut-être même d'une grève générale. Moi, je suis favorable au fait de pouvoir organiser à terme une grève générale parce que quand il faut vraiment pouvoir peser, il faut pouvoir faire des blocages, il faut pouvoir faire mal à l'économie. Mais là, maintenant, aujourd'hui, la situation n'est certainement pas mûre. Il faut pouvoir commencer par le commencement, c'est-à-dire sensibiliser, conscientiser le monde du travail et plus globalement la société à ce qui se passe maintenant et que la séquence particulière que nous traversons aujourd'hui, il faut voir ce qu'elle nous dit sur le travail en lui-même, ce que ça nous dit sur notre rapport au travail et notre rapport à nos employeurs. Enfin, il faut pouvoir voir ce que dit cette séquence sur notre pouvoir collectif. Et donc, pour pouvoir faire ce travail de sensibilisation, il y a des éléments que nous devons rapidement mettre en avant. Et un petit peu sur la suite de ce qu'a dit Christine juste avant, il y a toute une série d'éléments sur lesquels on doit sensibiliser, évidemment. Le tout premier, c'est ce qui me paraît être le plus évident, c'est le renversement des échelles de valeur. Celles et ceux qui font tourner le pays aujourd'hui, ce sont les travailleuses et les travailleurs, en particulier dans les secteurs essentiels. La santé, les personnes âgées, la grande distribution, les travailleurs qui collectent des déchets, les transports, services publics, etc. Et puis, il y a aussi, dans le début de la crise, il y a eu en tous les cas un rapport plus distant au travail. On s'est posé la question de savoir s'il fallait vraiment aller travailler. On fait logiquement passer sa santé avant de se dire qu'on doit forcément répondre aux ordres de son employeur. Et parfois, on se questionne même sur le sens de son travail. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui est vraiment indispensable? Est-ce que je dois vraiment me mettre en danger pour aller faire ce que je fais? Est-ce que c'est nécessaire au bon fonctionnement de la société? Ce sont des éléments que moi j'ai entendus de la part de travailleurs ou de militants syndicaux de terrain qui se questionnaient sur le sens de leur travail, simplement dans le cadre de la crise actuelle. Et donc, même si l'économie aujourd'hui est arrêtée à plus de 40%, ce n'est pas une situation de grève au sens syndical du terme, mais quand même, voir le monde patronal qui essaye par tous les moyens de nous faire retourner au turbin le plus vite possible, ce n'est pas du tout anodin comme situation, et ça aussi, il faut pouvoir le mettre en évidence. Et donc, si on met ces trois éléments en relation, on se rend compte que, collectivement, nous sommes indispensables. On est indispensable à la bonne marche de la société. Individuellement, on est tous remplaçables. Collectivement, nous sommes absolument indispensables. Et donc, nous avons collectivement toujours une capacité à imposer nos conditions pour assurer la continuité des activités. Mais seulement si nous activons concrètement cette arme collective, notamment via la grève. Et donc, je dirais que la boucle est bouclée, si je peux dire, en utilisant la période actuelle intelligemment, on peut poser les conditions pour retrouver un véritable rapport de force qui permettrait de changer la donne. Je rajouterais, pour terminer, que si les travailleurs se rendent compte maintenant que la richesse ne se crée pas sans eux, ils doivent également se rendre compte que cette richesse ne se crée pas non plus sans la nature, sans la mobilisation des ressources naturelles. Et donc, comme me le faisait remarquer un camarade qui réagissait à mon article sur politique, si on arrive à faire émerger cette prise de conscience dans la population de la complémentarité entre nos forces de travail et les forces de la nature, alors le moment sera peut-être enfin venu de faire converger le mouvement social et le mouvement climatique. C'est certainement un des enjeux cruciaux dans la crise actuelle. Ok, mais je vais te proposer, Arnaud, de garder la parole alors, parce que tu as déjà bien embrayé sur la deuxième partie, qui était la question des stratégies. Et donc, je te redonne 4 minutes en plus pour en parler. Peut-être avec cette question complémentaire, quel est ton sentiment personnel, toi? Vraiment sans langue de bois, tu es plutôt optimiste sur nos chances de renverser le rapport de force? La question, c'est pas de savoir si j'y crois ou pas, c'est la question de savoir si on sera en mesure de nous mobiliser vraiment. Je pense que
en interne chez nous, dans la structure, les réflexions sur une stratégie à mettre en place pour l'après-Covid. Voilà, il y a des choses qui se discutent, certains avec plus ou moins d'ambition que d'autres, mais ça c'est comme ça, on est des grandes organisations avec des personnes qui ont parfois des visions différentes, non pas sur les objectifs, mais plutôt sur les stratégies. Et donc, des discussions se passent. Voilà, la question c'est la prise de conscience de notre force, de ce que permettrait potentiellement la petite parenthèse actuelle si on l'utilise intelligemment. Et voilà, et après ça, on verra dans quelle mesure aussi notre vision des choses pourrait percoler auprès de la population, sachant que nous avons peut-être des fenêtres d'opportunité, mais parce que les gens prennent conscience de certains éléments que j'ai expliqués tout à l'heure, mais qu'en face de nous, ceux qui veulent un retour à l'ancien monde, ils sont aussi dedans. Hein, ils utilisent aussi cette fenêtre d'opportunité pour porter leur propre projet. Hein, ça a été dit, ce n'est pas anodin politiquement, le fait qu'on nous fasse, qu'on fasse ouvrir les magasins et qu'on puisse aller acheter des biens probablement non essentiels avant de pouvoir voir ses proches. C'est quelque chose qui choque un peu la population. Ce qui choque un peu moins, et c'est particulier, c'est qu'en fait, les secteurs non essentiels qui avaient arrêté peuvent redémarrer dès la semaine prochaine, alors que les conditions sanitaires et autres ne sont pas encore complètement rencontrées. On peut dire qu'aujourd'hui, la situation n'est pas encore sous contrôle. Que ce soit en termes de nombre de tests pour la population, de nombre de masques, d'hospitalisation, d'unités, de soins, de lits en soins intensifs qui sont occupés, etc. Malgré tout, la semaine prochaine, la plupart des secteurs d'activité auront le feu vert pour reprendre, à part l'ORECA, les secteurs culturels et 2-3 autres secteurs. Et donc voilà, il y a des éléments où on est en train en fait de nous mettre devant le fait accompli et il convient tout de suite maintenant de donner justement un autre son de cloche et de ne pas nous laisser mettre dans le fait accompli. Donc comme je l'ai dit, l'urgence c'est la prise de conscience dans la population des enjeux qui se posent et des risques encourus. Si on ne se bouge pas, qu'est-ce qui va se passer? Le monde d'après Covid sera bien pire que le monde d'avant, bien entendu, mais alors aussi faire prendre conscience des opportunités. On doit tenter d'imposer notre grille de lecture des enseignements à tirer. Et voilà, et ça passe très concrètement, et à mon avis, principalement, maintenant qu'on ne peut pas encore se mobiliser concrètement, ça passe par de la communication. Voilà, en termes de mobilisation collective, c'est difficile de faire beaucoup d'autres choses que ça, même si avec le déconfinement graduel, il y aura peut-être moyen de construire d'autres types de mobilisation. Et donc, pour moi, cette communication sur, voilà, qu'est-ce qu'on pense qu'il faut tirer comme leçon de la situation actuelle et quelles sont nos perspectives potentielles, on doit pouvoir communiquer tous azimuts. Nous, syndicats, mais toute la société civile qui en appelle à un changement de paradigme, entre guillemets. Voilà, et donc, éviter de partir en ordre dispersé, que chacun y aille avec sa propre priorité. Je pense qu'on doit essayer de converger, faire converger nos messages, nos luttes aussi, concrètement, et qu'on puisse se coordonner très rapidement pour d'abord coordonner, avoir un même message relativement uni vis-à-vis de la population, et puis après ça, quand on pourra se remobiliser concrètement, voir quand, comment, avec quel mot d'ordre, quelle priorité, etc. Et donc pour ça, syndicats, société civile, parlons-nous, entendons-nous, coordonnons-nous, on devra avoir du poids et on devra y mettre toute notre énergie, parce que sinon, l'après sera pire qu'avant. Ouais. Christine, comment on va faire pour faire entendre la voix des plus démunis? En 4 minutes. En 4 minutes. Mais je disais tantôt que, entre guillemets, leur voix n'est pas plus entendue maintenant, mais l'état de leur réalité est plus visible pour le moment. Et donc, je pense que de la même façon que Arnaud vient de le dire sur d'autres choses, c'est qu'on est devant une temporalité qu'on ne peut pas rater ici. C'est-à-dire que cette visibilité imposée à ceux qui ne veulent pas voir, alors après, il y en a encore qui ne voient pas et qui refusent de voir, mais enfin, il y a une partie d'acteurs de la société qui acceptent de voir. Il faut qu'on la maintienne.
il faut qu'on lui trouve des formes, il faut que les gens puissent continuer à s'exprimer par eux-mêmes. Quand on voit les métiers du monde des soignants, etc., on a bien vu comme ça a été par strates. Hein. On a d'abord dit les médecins, les infirmières, et puis on s'est rendu compte, ah tiens, il y a des ouvriers qui sont dans des entrepôts en train de laver les vêtements des gens qui travaillent dans les hôpitaux. Aujourd'hui, voilà, qui sont aux avant-plans parce qu'ils lavent des vêtements qui sont contagieux. Avant, ils étaient enterrés dans leur entrepôt et personne ne s'intéressait à eux. Les personnes qui nettoient, les gens qui vont à domicile, etc. Donc, comment on fait pour arriver à garder une coalition en quelque sorte qui n'existe pas au sens physique du terme, mais qui existe au sens de la définition d'une multitude de métiers et d'une multitude de statuts différents ou de non-statuts différents, et comment arriver à faire que le non-statut de l'un soit défendu par le non-statut de l'autre. Moi, je trouve que ça, là, il y a un enjeu. Si demain, les artistes qu'il faut défendre, qui sont avec des contrats qui n'ont jamais existé valablement chez nous, etc., se disent qu'ils peuvent défendre les personnes qui vont nettoyer à domicile parce qu'elles non plus n'ont pas nécessairement le contrat qu'il faut, soit parce qu'elles sont dans des intérims ou des trucs comme ça, ou des temps partiels qui sont non valablement rémunérés avec des revenus misérables, etc., eh bien, on a là une alliance, etc. Si on peut croiser des mondes en se disant, mais en fait, les mêmes causes sont à l'origine de ce qui crée le révélateur aujourd'hui, mais votre situation dramatisée, ça me paraît important. Mais je pense, par contre, qu'on a peu de temps, parce que le recyclage de la crise du Covid par le capitalisme, il est rapide, le capitalisme digère très vite tout. Hein, on va vite être dans, finalement, les morts du Covid, c'est une variable d'ajustement, c'est une statistique, on jouera vite avec les chiffres. D'ailleurs, on commence d'ailleurs à ne plus très bien s'y retrouver, ou bien je ne sais pas si on s'y est bien retrouvé. Donc, et en se disant, de toute façon, des épidémies, maintenant, il y en aura toujours, donc c'est un épiphénomène, on va devoir l'absorber, il faudra s'habituer, un peu de la même façon qu'aujourd'hui, on est déjà en train d'habituer les gens à une responsabilisation individuelle de l'absorption de l'épidémie par le fait de dire, faites vos masques vous-même en tissu, parce que, etc., alors qu'on pourrait se dire, tiens, si c'est vrai qu'il faut tous porter des masques un jour, je ne me prononce pas sur l'intérêt ou pas, est-ce que c'est pas à l'État à fournir des masques gratuits qui sont dans des distributeurs pour tout le monde et qu'on puisse jeter au fur et à mesure sans se demander si tout le monde a de quoi mettre à 60 degrés tous les jours, etc., etc. Donc, je veux dire, on sait que ça peut aller très très vite le recyclage de l'entièreté de la crise et donc de revenir à la normale. Donc voilà, moi je pense que les alliances entre gens de terrain, donc je pense qu'il faut travailler par le haut, c'est-à-dire il faut que les gens qui pensent entre eux, qui écrivent entre eux, qui militent entre eux, etc. Mais si on oublie l'investissement dans le champ du terrain, par les acteurs de l'éducation permanente, par les acteurs de la base, etc. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a beaucoup de travailleurs qui peuvent être sensibilisés par ce qui leur arrive. Il y a plein d'animateurs, d'organisations de jeunesse, de maisons de jeunes, d'AMO, de services, de gens qui travaillent en santé mentale avec les exclus les plus oubliés, etc., qui, en étant mis à l'arrêt, sont aussi questionnés par leur propre fonction et ce qui est en train de se passer dans la société. C'est comment on arrive à en faire des gens qui provoquent la contagion de l'émotion politique, c'est-à-dire la contagion. Donc, comment on les informe bien, eux, pour qu'ils puissent organiser, j'ai envie de dire, cette contagion, répercuter cette contagion politique de la compréhension de ce qui se passe dans les systèmes, parce qu'il faudra faire masse. Il faut des leaders, il faut le monde associatif qui se coalise, il faut peut-être un syndicat qui déclare une grève générale, qu'on puisse se mettre derrière, etc. Mais pour ça, il faut tuer absolument cette puissance incroyable du retour à la responsabilisation individuelle, utilisée comme un instrument de sape permanent et qui passe même dans le champ de l'aide apportée aux gens de façon solidaire. Moi, j'entends aujourd'hui des citoyens qui se mobilisent pour en aider d'autres et qui disent on se mobilise pour en aider d'autres parce que de toute façon l'État est mauvais dans sa totalité, est défaillant dans sa totalité, aucun système n'est bon, donc on le fait nous-mêmes. C'est très dangereux ça pour moi. Alors que les gens fassent, je comprends.
hein, il faut aller porter à manger, il faut ceci, etc. Qu'il fasse, je comprends. Mais qu'en même temps, il soit contributeur d'assassiner la compréhension de ce qu'est l'organisation d'un État aux yeux de la population, donc y compris par exemple de ce qu'est la sécurité sociale, parce que ça en revient là, eh bien ça c'est extrêmement dangereux. Et ça, ça donne de l'eau au moulin aux détenteurs du grand patronat, du capitalisme, etc., qui peut recommencer à retourner dans le même sens. Donc, Ouais. il faut absolument arriver à avoir l'autorisation comme citoyen, j'ai envie de dire, de sortir de ses gonds et de prendre des initiatives particulières, mais comment on les analyse et on les raccroche au champ politique. Moi, enfin, 2-3 exemples, parce que Non, Christine, enfin, je ne sais pas s'il y a le temps. Enfin, sans doute, là, je vois qu'il y a déjà des questions pour toi, donc tu auras le temps de développer peut-être dans la partie. Voilà. Voilà, merci. Donc, Nabil, pour terminer ce tour de table, moi j'entends Arnaud et Christine qui parlent tous les deux de l'importance de la convergence des luttes, mais on sent déjà que ça ne sera pas facile. J'ai envie de te demander, à ton avis, quelles sont les priorités autour desquelles le mouvement social va pouvoir se retrouver pour redéfinir un nouveau pacte social? Qu'est-ce qui serait important? Je crois que moi, personnellement, j'ai l'impression que la sécurité sociale est l'enjeu majeur de ce qui va suivre. Pas parce que j'aime bien la sécu ou parce que c'est chouette ou parce que c'est beau, mais parce qu'elle est un système emblématique de faire fonctionner quelque chose de manière collective sur base de la richesse créée collectivement. Et donc, du coup, en gros, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient se retrouver dans la revendication de droits nouveaux dans la sécurité sociale, que ce soit des publics qui n'ont pas accès à la sécurité sociale de manière complète. Je peux penser aux indépendants, aux artistes, une partie du monde du travail qui n'est pas couvert par la Sécu. On peut évidemment aussi penser à des droits nouveaux au sein de la sécurité sociale. Il n'y a aucune raison qu'on ait réussi dans les années après-guerre à faire rentrer la médecine libérale dans un système qui est quasi collectiviste, quasi communiste. Hein. La Sécu, ça a des origines communistes, quoi. Il n'y a pas de raison qu'on ait réussi à faire rentrer les médecins là-dedans et qu'on ne fasse pas rentrer, par exemple, l'alimentation et l'agriculture ou d'autres systèmes de production, que ce soit de biens ou de services. Si on juge que manger ou se loger est un truc prioritaire qui doit être géré collectivement, on peut créer un pilier de sécurité sociale qui donne droit au logement ou qui donne un droit à l'alimentation. C'est des trucs comme ça que les gens attendent. Hein. Personne ne va aller se battre pour obtenir une fiscalité juste ou une cotisation sociale plus grande. Hein. Personne ne va se bouger pour ça. Les gens vont se bouger pour obtenir de la bouffe, ils vont se bouger pour obtenir des loyers moins chers, ils vont se bouger pour obtenir des droits nouveaux s'ils ne sont pas couverts par le chômage ou par d'autres trucs. Là, les gens vont être là. Et donc, j'ai l'impression qu'on a des poches comme ça, d'alliés qui, à la limite, à la base, ne se parlent pas, ne se regardent pas. Et comme dit Christine, là, pour la première fois, les gens ont vu dans la crise sur la condition du voisin. Là, pour la première fois, on commence à avoir une vue sur les trucs qui sont défaillants un peu partout. Et j'ai l'impression que du coup, si chaque public trouve son compte dans un truc global qui pourrait être englobé dans la Sécu, on peut avoir le même effet que ce qu'il y a eu pour le CETA, par exemple. Dans le CETA, qui était l'accord de libre-échange avec le Canada et l'Union européenne, des agriculteurs, des syndicats, des citoyens décroissants, des publics extrêmement différents, des indépendants, se sont trouvés dans les mêmes manifs à contester un accord de libre-échange. Parce qu'il y avait un intérêt objectif collectif, et pour des raisons chacun très différentes, à contester ce truc-là. Eh bien, c'est ce truc-là qu'il faut essayer de recréer. Et si les syndicats, ou si les mutuelles, ou si les grosses organisations ne font pas un peu d'introspection et ne constatent pas leur faiblesse dans la réponse, par exemple, dans la crise d'après 2008, si on refait exactement la même séquence de la crise d'après 2008, on va se retrouver dans un scénario pire. Si les syndicats, les mutuelles ou d'autres gros organes collectifs répondent de la même manière, avec les mêmes outils, avec une forme de mollesse juste de la communication et pas de l'organisation de public pour collectivement demander quelque chose, pas juste expliquer, demander quelque chose. Alors évidemment, on va se retrouver dans la même séquence qu'après 2008, en pire, parce que la situation économique va être pire. Là, on encaisse le choc, mais moi, je crois vraiment que ça va être pire. On n'est pas du tout
on n'est pas, ça va pas redémarrer demain matin. Enfin, je veux dire, ça va mettre du temps à redémarrer. Et si plus ça met du temps, ou plus on a une deuxième vague, par exemple, pire ça va être. Donc, je crois qu'il y a une fenêtre d'opportunité pour collectiviser les problèmes et pour aller grignoter ce qu'on a perdu sur les 30 dernières années. Parce que c'est la seule manière de gérer positivement la crise. Et je crois que les gens savent ça. Intimement, de plus en plus de gens savent qu'il va falloir aller bouffer dans l'assiette de gens qui possèdent soit du capital, soit des richesses qui ont été accumulées sur les dernières années. Et il n'y a pas de miracle. Hein. Soit c'est ça, soit c'est collectivement les gens vont perdre de l'argent. Et ça, je crois que c'est un truc qui est très bien compris. Merci Nabil. En plus, tu as bien tenu les 4 minutes, c'était super. Allez, on passe tout de suite aux questions. Alors, voilà, c'est Greg qui va nous présenter un petit peu ce que les spectateurs ont demandé là, en faisant, je crois qu'il n'y a pas le temps pour poser toutes les questions, donc tu les as regroupées par cas différents. On t'entend pas, attends, il faut que tu retires ton muet. Alors, si on n'arrive pas à t'entendre, ça serait bien que ça se... Ouais, pourtant tu... Bon, on va essayer de voir ça. Je vais prendre la première question alors qui vient. Si vous m'entendez, je prends la première question qui avait été posée. Alors, à Christine Mailly, c'était de la part de Marie ici, il y avait une question sur l'option. Que pensez-vous de l'option salaire à vie? Peut-être c'est une première question à laquelle tu peux répondre, Christine. Oui, c'est ça. Alors, de façon générale, que ce soit salaire à vie, allocation universelle, revenu de base, enfin, etc., moi, je ne suis pas une adepte de ça. Je suis une adepte, en effet, Nabil parlait de la sécurité sociale et de ce qui pourrait être nouveau dedans. Comme je suis une adepte du travail, mais du travail de sens. Et donc, comment on remet du sens dans le travail, et donc le travail connecté à la sécurité sociale, etc. Je pense que toutes les autres formules sont dangereuses. Alors, moi, je suis pour un salaire à vie, mais au sens que tout au long de la vie, grâce au travail, à la sécurité sociale, aux services publics, etc., il y a une garantie que les gens aient un droit à l'aisance. Ce qu'on met derrière le droit à l'aisance au réseau wallon, c'est que tous les besoins de base puissent être rencontrés sans que les gens doivent consacrer toute leur vie à simplement atteindre les besoins de base, puisque c'est le cas aujourd'hui et encore. Il y a des gens qui consacrent toute leur vie sans même les atteindre. Donc, être logé, avoir de l'eau, avoir de l'énergie, se chauffer, s'alimenter, accès à la santé, la mobilité, alors on peut ajouter la culture, etc. Ça ne devrait plus être une préoccupation quotidienne dans laquelle les gens engouffrent leur créativité, leur énergie, et donc se tuent en fait à vivre pour satisfaire ce qui devrait d'évidence exister. Et moi je pense que si on doit penser à une refonte du travail et une refonte de la sécurité sociale, ça doit être pour ça, pour qu'il y ait une garantie du droit à l'aisance. Et le droit à l'aisance, c'est donc ça, sans que ça ne soit une préoccupation permanente, et puis pouvoir aller dans le plus que ça, c'est-à-dire dans le temps retrouvé dans sa tête, l'angoisse dégagée de la peur du quotidien, la possibilité de faire des choix, des pas en avant, des pas en arrière, de faire une erreur dans la vie, etc. Et donc là, on doit avoir un cadre solidaire dans la sécurité sociale qui permet qu'il y ait comme ça des allers-retours dans la vie qui soient peut-être moins dans la sécurité et plus dans la sécurité, mais aussi qui permettent de se réaliser, de changer des choses dans sa vie, d'avoir une famille, etc. etc. Donc voilà, moi je pense que le champ de l'investigation, c'est de se dire, allez, comment peut-on aujourd'hui admettre qu'on est dans une société où le droit à l'énergie n'est pas une évidence, le droit à l'eau n'est pas une évidence, le droit au logement n'est pas une évidence, et le droit à s'alimenter n'est plus une évidence. C'est plus un droit aujourd'hui de s'alimenter dans le pays. C'est quelque chose qui est conditionné pour ceux qui n'ont pas de moyens, à devoir passer, chercher un papier quelque part pour prouver qu'ils sont suffisamment pauvres de façon à manger les restes de ce qui est produit par ce capitalisme ambiant et ce que les riches rejettent. Donc, je veux dire, pour moi, c'est une évidence qu'il faut un salaire à vie, mais à travers tout ça. C'est-à-dire à travers le revenu que l'on a dans les différentes phases de sa vie, y compris jusqu'à la pension, pour être dans ce droit à l'aisance d'évidence. Et je trouve que c'est là qu'il faut travailler. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, on ne pas monopoliser la parole. Ok. On avait donc une question pour
pour Nabil ici. Quelles sont les raisons qui font qu'une grosse partie des structures européennes sont contre la production de liquidités pour éviter un surendettement? C'est plus technique. Hein. Oui, c'est une bonne question et j'ai peur de. Enfin, voilà, on a tous nos limites en termes de compétences. Moi, les trucs monétaires et les trucs européens, je suis plus centré sur la réalité, je l'avoue, mais bon, intuition de réponse. Je crois que comme la Belgique est fragmentée entre le nord et le sud, l'Europe est fragmentée entre des choix économiques et sociaux qui sont radicalement différents. Il y a une philosophie économique qui est en vigueur aux Pays-Bas, en Allemagne, en Autriche, dans une partie des pays scandinaves. Il y a une autre philosophie économique qui est en vigueur en France, en Espagne, en Italie, et il y a un rapport historique à la Banque centrale qui n'est pas le même dans ces différents pays-là. Et donc, certains ont une espèce de peur bleue de l'inflation, par exemple en Allemagne. D'autres ont une espèce de rapport à la faute et au fait qu'on ne mette pas assez de côté, ou par exemple les Pays-Bas, il y a ce truc qui est présent, qui est un peu peut-être hérité d'une éthique protestante du capitalisme, notre ami Weber, mais c'est l'espèce d'idée que il fallait mettre de côté dans les mauvais jours pour les bons jours, et si les Italiens ne l'ont pas fait, ou si les Portugais ne l'ont pas fait, ou si les Espagnols ne l'ont pas fait, ben, ils doivent le payer un jour. Et donc, du coup, ce rapport à la dette est présent dans certains pays, alors qu'il ne l'est pas dans d'autres. On a moins de soucis à envisager le fait qu'on peut faire défaut collectivement. Si on décide de faire défaut collectivement, il n'y a pas de souci. Enfin, je veux dire, c'est les détenteurs de cette dette-là qui vont le payer. Je crois que l'attaque est à la pointe là-dessus. Ils savent très bien qu'une partie des dettes est illégitime parce qu'elle a été créée dans des mauvaises conditions et en mettant le couteau sur la gorge des populations. Et donc, du coup, certains pouvoirs politiques sont plus proches de ça, d'autres nettement moins. Maintenant, je crois qu'il ne faut pas rêver. On est loin, très loin encore. Enfin, peut-être que ça va arriver, hein. Peut-être que si la survie de la zone euro en dépend, on est loin, en tout cas pour le moment, du fait que la Banque centrale imprime de la monnaie et fasse un peu comme la Banque du Japon, où on imprime du cash et puis on verra plus tard. On est encore très loin de ça parce qu'il y a des divisions à l'intérieur de l'espace européen. Okay. Il y a une question pour Arnaud ici. Quelqu'un qui nous dit les discours qu'on entend depuis des années, il a l'impression de les réentendre encore, et dit alors je pense qu'il est temps de désobéir et de faire appel à la désobéissance civile. Est-ce que les syndicats ne peuvent pas entrer en résistance? Oui, c'est le grand débat sur les modes de mobilisation syndicale qui, ces derniers temps, on doit bien faire le constat, n'ont pas forcément apporté les résultats escomptés, pour toute une série de raisons, à la fois parce qu'ils ne sont pas forcément bien conçus, envisagés, ne mobilisent pas suffisamment, aussi parce qu'on est certainement dans un contexte qui ne nous est pas toujours favorable. Et donc, oui, il est nécessaire, bien entendu, de réfléchir à nos modes d'action. La manif, nord-sud, où on est tous là, enfin, sur un parcours bien fléché, sans aucune dynamique. Voilà, on est un peu là par obligation. Ce sont des choses qu'on entend et je suis d'accord qu'il faut remettre ça en question. Les manifs, les mobilisations, descendre dans la rue, ça a du sens en soi, mais il faut le lui donner, ce sens-là. Voilà, je viendrai sur la question de la désobéissance civile par après, mais d'abord, par exemple, par rapport aux manifestations, une manif qui tombe comme ça, un peu au milieu de rien, sans stratégie globale, selon moi, n'a pas énormément de sens. Voilà, on ne sait pas si on va avoir un résultat ou pas. Voilà, on doit mobiliser les troupes à perdre une journée de travail, se mettre en grève, aller à Bruxelles pour, après ça, pas savoir s'il va y avoir une suite ou pas. Par contre, une manifestation peut avoir du sens si, dans une stratégie globale syndicale, voilà, elle s'inscrit dedans et il y a des objectifs clairs et on sait que qu'on n'arrêtera pas de se mobiliser tant que les objectifs ne seront pas au moins en partie rencontrés. Voilà, et donc il y a la manière d'envisager les actions syndicales pour faire en sorte qu'elles soient moins frustrantes que ce qu'elles ne peuvent l'être aujourd'hui. Ça, c'est un premier élément. Dans la question de la réinvention de nos modes d'action, sur la désobéissance civile, à titre personnel, autant c'est un mode d'action que je trouve tout à fait pertinent, qui peuvent parfois être beaucoup plus percutants qu'une grosse action syndicale un peu moribonde, j'en suis tout à fait conscient.
est-ce que dans le cadre des actions, est-ce que dans le cadre du fonctionnement syndical tel qu'il est aujourd'hui, hein, grosse structure, des milliers d'affiliés, de militants, enfin voilà, est-ce qu'on arriverait à avoir cette souplesse nécessaire, cette discipline nécessaire à la désobéissance pour pouvoir la pratiquer correctement? Je n'en suis pas aujourd'hui sûr dans l'état actuel de nos organisations. Bizarrement, la désobéissance civile nécessite en fait beaucoup de discipline pour qui a déjà participé à ce type d'action. Or, ici, les organisations, ben voilà, le syndicat est étendu sur tout le territoire, on représente des dizaines de milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes. Donc, est-ce que tout ça est facilement organisable? Je ne suis pas sûr. Maintenant, il y a des méthodes de désobéissance qui peuvent être adaptées à nos modes d'action aujourd'hui. Hein. Par exemple, typiquement, le sitting, enfin voilà, plutôt que de faire une manif, un jour on descend tous à Bruxelles et on s'assied là où on est et on reste, on occupe l'espace pour une durée plus déterminée. Enfin voilà, ça serait déjà une manière de faire évoluer nos modes d'action sans aller tout à fait dans la désobéissance civile qui, pour moi, est quand même aujourd'hui plus adaptée à des plus petites structures collectives, des collectifs, etc., qui savent certainement mieux s'organiser pour le pratiquer. Voilà, au-delà de la question en tant que telle de la désobéissance, on doit reposer les fondations de nos modes d'action, très certainement. Et je parlais de la grève générale tout à l'heure dans ma première intervention. Là aussi, la grève générale, telle qu'on la pratique jusqu'à présent, doit être réinventée. Voilà, la grève d'un jour qui, elle aussi, tombe un peu au milieu de rien en termes de stratégie, ça n'aura pas l'impact voulu, évidemment. Et donc, si on réfléchit toute la stratégie autour et qu'on lui donne du sens, là, je pense que ça peut avoir beaucoup plus d'impact. Je prends cette petite incise-là, 2014, quand le gouvernement Michel a été mis sur pied, là, on a eu à ce moment-là une vraie stratégie syndicale qui comprenait et des manifs et des blocages régionaux, et puis après ça, une grande grève générale. Et là-dessus, il y avait une vraie stratégie, il y avait un vrai engouement, tout le monde était derrière. Il y avait aussi un peu la peur de ce qui se passait avec le gouvernement et de ce qui allait se passer avec le programme du gouvernement. Mais là, il y a une vraie stratégie syndicale. Malheureusement, et ça c'est mon analyse, on a fait atterrir le mouvement, on n'aurait certainement pas dû le faire atterrir. Mais avant ça, deuxième semestre 2014, ça a été quelque chose de très bien construit, avec des objectifs, avec une vraie ferveur mobilisatrice. Et je pense qu'on va essayer de retrouver cette ferveur, cette envie d'aller plus loin. Et ça passera notamment, et j'ai bien aimé ce que disait Nabil tout à l'heure, on doit gérer positivement la crise, on doit amener des choses positives, nouvelles, voilà, un plus désirable qui va nous faire nous mobiliser, hein, pas nous mobiliser contre quelque chose, mais pour un mieux, pour un autre monde. Et c'est aussi une des clés, je pense, pour une meilleure réussite des actions syndicales. Oui, mais Arnaud, j'ai une autre question difficile pour toi. Elle est posée par Henry Goldman, qui est de la revue Politique, et il demande comment faire pour que le mouvement syndical n'apparaisse pas comme le défenseur exclusif de ceux et celles qui sont dans des statuts relativement protégés. C'est ce que Christine un peu avait évoqué dans sa première intervention. Oui, un peu comme pour le reste, on paye un peu notre histoire et notre structure telle qu'elle existe aujourd'hui. Effectivement, le gros de notre mode de fonctionnement vise à essayer de préserver les personnes qui ont un contrat à durée indéterminée, qui sont bien installées dans leur job, et à leur fournir un maximum de droits, ou en tout cas à préserver leurs droits. Hein, parce qu'aujourd'hui, on est plus dans une logique où on essaye de préserver les droits que d'essayer d'en garder des nouveaux. Là aussi, ça nécessite un renversement de notre fonctionnement, puisque les publics du monde du travail tente à se diversifier. C'est plus le schéma j'ai un CDI du début à la fin de ma carrière professionnelle, mais on est dans toute autre chose, d'autres statuts, d'autres manières d'envisager le travail. On doit aller vers eux. Il y a des initiatives qui sont prises, que ce soit vis-à-vis des intérimaires, des travailleurs de l'économie plateforme, Uber, etc. Mais on est encore dans les tentatives marginales parce que notre cœur de métier, c'est vrai, ce n'est pas aujourd'hui celui-là. On a ce besoin de transformation et là-dessus, je pense qu'une des clés, c'est aussi de donner plus de place à ces nouveaux publics qui doivent intégrer le monde syndical, leur donner plus de place dans nos instances décisionnelles, dans nos instances politiques, etc., pour qu'ils existent aussi, pour qu'ils soient le centre de l'attention, pour que toute décision, toute stratégie ne se passe pas sans qu'on réfléchisse à eux, sans qu'on les intègre dans la réflexion et qu'on se batte pour eux aussi. Ok. Là, j'ai une question qui
C'est Olivier qui pose cette question. Elle s'adresse en fait à tous, donc vous verrez qui veut prendre la parole là-dessus. Pour faire face aux orientations dangereuses du pouvoir politique actuel dans sa gestion de crise, le mouvement social ne pourrait-il pas opposer au Conseil national de sécurité et au cairn élargi du gouvernement son propre Conseil d'urgence sociale afin de porter son propre calendrier, son propre agenda? Qui est-ce qui voudrait répondre à ça? Moi, je veux bien. On Oui. entend? Oui, vas-y Christine. Je vais intervenir alors par une petite porte hein, par rapport à la question qui est posée, mais oui, moi je pense qu'il y a une question d'audace à essayer de créer un dispositif en quelque sorte qui s'oppose, qui se met en parallèle, qui passe à côté, etc. Je veux juste donner la très petite expérience qu'on vit en Wallonie pour le moment. Vite conscient. En fait, au début de la crise du Covid, moi, je n'avais pas tout au début, je n'avais pas mesuré que les mesures du confinement, etc., allaient révéler ce qu'on disait tout à l'heure à ce point-là, la crise sociale. Et puis, c'est venu très très vite le fait de se dire, bon Dieu, ces mesures-là vont se surajouter aux inégalités, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Puis on a très vite vu que tant le gouvernement wallon que le gouvernement fédéral mettaient en route des groupes de travail par rapport à l'économie, les entreprises, les investisseurs, les indépendants et l'emploi. Donc tant mieux pour l'emploi. Mais on s'est dit, nous, ça y est, quoi, ça va de nouveau être le rouleau compresseur et la seule balise pour évaluer l'ensemble, pour traverser cette crise et l'évaluer. Donc on a écrit d'initiative au ministre-président wallon, puisque Réseau Wallon, et on lui a dit qu'on voulait, à l'instar du groupe qui s'occupait d'économie, etc., un groupe composé de tous les cabinets avec l'associatif, enfin, etc. Je vous passe les détails. Et c'est cette task force qui se réunit tous les 3 jours depuis le début, donc depuis 5 semaines maintenant, et qui essaye de tendre à atténuer, etc. Alors ce groupe, il a son propre agenda, il a sa propre méthode, il fait remonter vers le gouvernement. C'est évidemment, il a fallu enfoncer les portes, et donc les résultats qu'on obtient par rapport à ça peuvent apparaître évidemment en dessous des aides qui sont accordées, etc. Mais il n'empêche que c'est par cette porte-là qu'on arrive à parler du peuple wallon dans cette task force-là, tous les 2 jours, à tous les cabinets, qui pour partie, honnêtement, je pense, découvrent le peuple wallon dans sa totalité, par les réalités qu'on y ramène, et à y faire prendre des décisions. Mais c'est aussi par ce biais-là qu'on est arrivé, par exemple, à dire on en a assez qu'on dise qu'il faut aider en direct les entreprises, en direct les indépendants. Et c'est très bien, il faut, hein, il les travaille en toute confiance, hein, donc des sommes allouées, etc., sans se poser les questions d'effet d'aubaine, etc., on peut questionner ça. Et où on est arrivé, nous, à dire, maintenant, on veut qu'on aide les ménages en direct et en toute confiance. C'est ce que vous avez peut-être vu comme revendication qui est portée au niveau du fédéral et de la région pour le moment, et qui commence je n'ai pas dit qu'on avait gagné, hein, qui commence à impacter en disant, mais en fait, les ménages, c'est une entité économique au sens noble du terme, hein, pas pour aller reconsommer immédiatement dans des magasins, il faudra confiner les vêtements en 24 heures, pas ça, c'est une entité économique pour que les ménages ne soient pas mis plus en difficulté sur ces besoins de base qu'on a évoqués tout à l'heure, alors qu'ils l'étaient déjà précédemment pour beaucoup d'entre eux, mais aussi c'est une entité économique pour contribuer à l'économie collective intéressante. Et si on l'affaiblit davantage, ça ne le sera pas. Donc, ça ne répond pas à la question est-ce qu'on peut avoir un comité de crise parallèle, mais ça dit que le fait d'être arrivé à imposer ça n'est pas complètement inintéressant, même si c'est par une petite porte. Et en tout cas, c'est avoir imposé, j'ai envie de dire, l'agenda du peuple. À une petite mesure peut-être, hein, parce que c'est évidemment, mais je dis, il y a tous les 3 jours des cabinets qui se réunissent, des administrations qui sont là, des décisions qui sont prises, des trucs qui montent et qui descendent, etc. Je vais vous donner un deuxième exemple. Les régions ont une possibilité d'agir sur les budgets des ménages. Ce sont les allocations familiales. Les modèles d'allocation familiale, en tout cas qui a été choisi en Wallonie, n'est pas un excellent modèle, il ne permet pas de réduire assez les inégalités, de lutter contre la pauvreté. Et aujourd'hui, voilà un canal qui peut permettre d'agir sur la réalité de vie des ménages, comme le fédéral peut agir sur les revenus. Donc comment fait-on pour aller enfoncer ces choses-là? Donc moi,
j'appelle évidemment à un appui, pas du réseau wallon, à un appui de cette manière-là de faire, d'aller s'imposer là quelque part, et puis après, quand on a le pied dans la porte, j'ai envie de dire, de s'en servir autant qu'on peut. Et je voulais juste revenir aussi et faire un lien avec Arnaud disait, quand on parlait des actions citoyennes, etc. Moi, il y a un terrain que je trouve qui mériterait d'être exploré en termes de lien entre action citoyenne et éventuellement alliance syndicale. Il y a de l'associatif, vous avez peut-être vu ça sur Bruxelles, qui organise ce qu'ils appellent la grève des loyers. Hein, donc de ne plus payer son loyer, mais avec une protection, etc., et être soutenu, etc. Mais le jour où, en effet, par exemple, la grève des loyers serait portée par tous les syndicats en sécurisant tous les locataires qui abandonnent le fait de payer leur loyer, pas parce qu'ils veulent mettre l'économie à terre, pas parce qu'ils veulent enfoncer tous les propriétaires, parce que le jour où on ne payera plus les loyers, parce que le logement n'est pas de bonne qualité, parce qu'il n'y en a pas assez, parce que le logement social n'est pas... Ça se verra aussi hein, sur le plan économique. Donc ça, c'est une grève. Hein. C'est aussi une grève qui atteint fortement et qui atteindrait un lobby puissant, puisque le problème, évidemment, aussi du logement, il ne faut pas attaquer tous les propriétaires l'un de l'autre, mais il y a un lobby quand même du monde des propriétaires qui agit terriblement sur les choses, tout comme ça attaquerait aussi alors l'État dans son incapacité et ses non-choix pour le moment d'aller beaucoup plus vite et plus fort en termes de logement public pour agir sur les loyers, créer une concurrence par rapport aux loyers, etc. et amener le privé à relativiser. Donc on peut trouver comment inventer, je veux dire, des grèves différentes, mais qui ont au final le même sens. Pour arriver à conquérir des droits et à les inscrire, entre autres, notamment dans la sécurité sociale. Ok. Nabil, tu avais envie de répondre sur la même question? Non, pas spécialement. Alors, il nous reste un quart d'heure. On va peut-être essayer de faire revenir Greg, si tu nous entends, pour poser la question d'après. Est-ce que ça marcherait? Ça marche. Ouais, voilà. Ah, chouette. Vas-y. Donc, on avait un témoignage de Manu, qui est donc salarié en télétravail. Et donc, il dit qu'il voit donc son pouvoir d'achat augmenter vu qu'il n'a pas l'occasion de consommer. Et il demande comment est-ce que faire pour mobiliser son argent dans des projets à haute valeur ajoutée sociétale. Et de manière générale, est-ce que l'épargne importante des Belges, est-ce qu'elle peut jouer, est-ce qu'elle peut être une partie de la solution pour que le mouvement social reprenne la main? Je ne sais pas, et ça s'est adressé de manière générale, donc je ne sais pas qui voudrait réagir. Nabil, là, je vois que tu as envie de répondre. Bon, Arnaud ou Christine, alors qui est-ce qui se lance? C'est difficile, je veux bien tenter deux, trois éléments de réponse, mais je ne suis pas spécialiste ni des questions liées à la mobilisation de l'épargne, même si c'est effectivement une question politique qui se pose pour le moment, et comment investir son argent dans des projets porteurs de sens au niveau sociétal. Il y a deux aspects sur les projets porteurs de sens au niveau sociétal. Alors moi, je ne vais pas dire qu'il faut investir dans tel ou tel endroit. Je pense qu'il y a pas mal déjà de sociétés constituées qui sont là pour conseiller ce genre de choses. Dernièrement, il y a eu la mise en place de la banque coopérative Newbie et il y a d'autres acteurs économiques qui sont plutôt dans la finance, la finance propre. Je ne trouve pas le mot, et ça peut éventuellement passer par ces acteurs-là. Moi, je voulais juste te dire, voilà, il y a eu, je pense que c'était le ministre, c'était Willy Boursu, je pense, qui, en Wallonie, avait parlé de la mobilisation de l'épargne collective, l'épargne belge, enfin l'épargne des Wallons, pour pouvoir relancer l'économie. Alors, dans l'absolu, bon, ça me pose un problème quand c'est un libéral qui le dit, bien entendu, mais que ça fasse partie, cette mobilisation de l'épargne, pour les gens qui en ont, bien entendu, que ça fasse partie des conditions que l'on mettrait en place pour le monde d'après, voilà, dans le cadre de notre imagination d'un monde un peu meilleur. Dans quelle mesure est-ce que les épargnants, qui sont déjà une catégorie de la population, peuvent s'organiser pour poser leurs conditions sur la manière dont leur épargne va être utilisée? C'est un élément à réfléchir. Mais là-dessus, moi, je ne suis pas spécialiste, donc mon intervention s'arrête là.
Ouais, Greg, tu es à nouveau là? Ouais, donc il y a une question pour Nabil. Comment est-ce intéresser et mobiliser la population sur les questions de gestion économique et financière? Et est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord se mettre d'accord sur des valeurs à défendre, liberté, égalité, redistribution, et puis ensuite faire intervenir les experts, ou est-ce qu'il faut au contraire faire en sorte que les gens soient intéressés directement aux questions économiques? De manière, je suis aussi actif dans un truc qui s'appelle un web média qui s'appelle Tout va bien, et j'ai l'impression que via des vidéos qu'on produit, on essaye d'intéresser les gens à des questions qui sont souvent économiques ou sociales, qui sont souvent pas faciles, compliquées, mais l'angle souvent choisi, c'est on parle de droit et on parle de trucs extrêmement concrets. Je veux dire, le concept de solidarité, le concept d'égalité, de justice, c'est rare de trouver des gens contre la solidarité. Personne ne va vous dire, va se lever de son lit et va faire « Ah, mais moi, je suis contre la solidarité. La solidarité, c'est de la merde, c'est pourri. » Même Georges-Louis Boucher, pour la solidarité, il va dire « La solidarité, c'est que chacun reçoive 100 balles net à la fin du mois. » Sauf que sa définition de la solidarité, c'est pas la même définition de la solidarité, la vraie, celle qu'on considère la vraie, à gauche de l'échiquier politique. Du coup, moi, je préfère partir des revendications des gens, des revendications légitimes que les gens portent, à savoir des droits au logement, le droit à bouffer, le droit à avoir un salaire digne, le droit à avoir une sécurité, à avoir des soins de santé accessibles, à avoir une pension. Enfin, voilà, tout ça, à partir du moment où on exprime des droits comme ça, il n'y a pas 10 000 manières de les régler, ces droits-là. Soit on les règle de manière purement individuelle et méritocratique, donc vous ouvrez ces droits-là uniquement si vous le méritez parce que vous avez bien bossé, parce que vous avez un haut salaire, parce que voilà. Soit vous y avez droit tout le temps, et donc ça implique forcément que les plus riches contribuent pour les plus pauvres, d'office, de facto. Et donc du coup, je préfère, à partir du moment où un maximum de gens sont convaincus qu'il faut avoir un droit au logement, ça implique de facto l'adhésion de ces gens-là au principe de solidarité large, pas au principe de solidarité interindividuelle. Pas j'aide mon voisin parce que je connais mon voisin. C'est un principe de j'aide n'importe qui en Belgique, peu importe si je l'aime bien ou je ne l'aime pas. Et donc, je crois que c'est par cet angle-là qu'il faut traiter les questions économiques et sociales, par l'angle des droits. Et puis après, le reste, on explique au cas par cas ce qu'il y a besoin d'expliquer. Merci beaucoup. Donc on va devoir bientôt conclure. Donc on a eu pas mal de questions sur la question de la stratégie du choc. Donc il y a les méthodes pour la droite et le patronat de s'attaquer aux conquêtes sociales dans une situation de crise. Et donc on a déjà vu que ça s'est passé plusieurs fois, de manière récurrente dans l'histoire sociale. Et il y avait justement une chronique ce matin de Bertrand Haine qui m'avait interpellé parce qu'il posait la question: est-ce que le coronavirus est de gauche? Et il posait la question du paradoxe entre le fait que c'est des thématiques qui nous sont très favorables, normalement le retour de l'État, de la sécurité sociale, etc. Mais qu'en même temps, par exemple, on l'a vu en 2007-2008 durant la crise économique et financière, on sait qu'après il y a eu une énorme vague d'austérité qui a été imposée au peuple et où donc on s'est servi de la crise pour encore s'attaquer aux conquêtes sociales. Et donc, j'aimerais bien peut-être vous poser la question en forme de conclusion. Comment est-ce que, par quel levier arriver à éviter que ça se reproduise cette fois-ci, encore une fois, et qu'on ait une crise qui a l'air justement sur des thématiques qu'on porte, qui au final soit réutilisée contre nous et contre le mouvement social et les travailleurs? On peut peut-être recommencer dans l'ordre qu'on a commencé, donc Nabil, Christine et Arnaud. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il faut éviter de se laisser enfermer dans le débat par la question du qui va payer les 20 milliards qu'on a dû utiliser pour sauver je ne sais pas qui là pour le moment. Je crois que si on se fait enfermer par cette question-là, on est foutu parce qu'en gros, la réponse est assez simple. Il n'y a pas moyen, ça veut dire qu'on va traîner ce truc-là pendant les 15 prochaines années et que chaque année, il va falloir trouver 2, 3 milliards, 4 milliards. Voilà. La question n'est pas... Il ne faut pas répondre à cette question. Je crois qu'il faut assumer de dire soit c'est la Banque Centrale Européenne qui paye, soit on s'en fout. Alors, allez vous faire foutre, on ne payera pas ce truc-là. C'est pas à nous de gérer cette question-là. La question est, on a remarqué que dans cette crise-ci, ce qui est central, c'est le logement, tout ce dont on a discuté aujourd'hui. Et donc, la question n'est pas
les 20 milliards qu'on a dû aller chercher là maintenant, au pire, c'est une dette qu'on ne remboursera jamais. La question, c'est qu'est-ce qu'on va mettre en place pour le monde de demain? C'est ça qu'il faut, c'est la réponse à la question qu'il faut, c'est à cette question-là qu'il faut répondre. Et trouver des réponses au sein de la Sécu, au sein de ce qu'on a en Belgique pour le moment sous la main, pour obtenir des trucs le plus rapidement possible. Je crois qu'il ne faut pas partir dans un long cahier de revendications avec 14 000 organisations qui se battent entre elles pour savoir qui va gagner le dernier mot d'ordre. Hein. Parce que si on fait ça, on va juste avoir un cahier de 300 pages avec 10 000 trucs. Je crois qu'il faut essayer de se mettre d'accord sur une ou deux ou trois max revendications hyper phares qui contenteraient un max de gens. Et à partir de ce moment-là, on essaie de les obtenir. Et puis, on verra bien après ça. Je n'ai pas d'autre intuition que celle-là pour le moment. Je vous avoue. Je suis un optimiste, moi. On avait dit qui après? Christine, je crois. Oui, ben je vais être courte puisque le temps passe vite. Pour ne pas les répéter, j'adhère à ce que Nabil vient de dire. On ne doit pas se laisser enfermer dans cette question et qu'on doit se demander ce qu'on veut pour le monde de demain. Et je pense qu'on doit partager dès maintenant ce qui est déjà en train d'être fait à petite dose et petite dimension à partir de cette crise du Covid. Comme à stocker pour le monde de demain. Mais la chose que j'ajouterais, c'est que pour construire ça, il faut avoir la population aussi avec soi. Je n'ai pas dit qu'il fallait n'avoir... Enfin, je n'ai pas dit qu'on devait mettre tous uniquement son énergie à cet endroit-là, mais il faut la mettre massivement à cet endroit-là. Et donc, je reviens à dire il faut convaincre des tas d'acteurs de proximité, de terrain, etc., expliquer et qu'ils portent avec, parce que c'est ça qui fera la différence. Hein. C'est si les gens portent massivement ce changement-là avec. Et donc, je pense qu'il faut poursuivre dans ce sens-là. J'avais envie juste de vous dire un truc qui peut paraître anecdotique par rapport à ça, mais je trouve qu'il n'est pas tant que ça, par rapport à ce lien à l'État, à la sécurité sociale, etc. Bon, en Wallonie, comme partout, la crise arrivant, sanitaire, la question d'un numéro vert pour répondre aux préoccupations des citoyens, à l'urgence sociale, etc., est venue sur la table. Et est venu rapidement sur la table de créer un numéro vert. Donc, comme ça s'est fait dans d'autres endroits, et ça se fait régulièrement. Et puis, en fait, c'est le réseau wallon qui, en réunion avec les cabinets et les administrations en question de cette task force, a dit, mais pourquoi aller créer un numéro vert? Et ça, c'est le côté, je pense, de la réactivité pratique où il ne faut pas 100 idées, mais il faut des choses très concrètes, rapides et bien identifiées. Je ne dis pas que c'est cet exemple-là qu'il faut répercuter. Moi, je vous en donne un concret. Moi, c'est le réseau qui a dit, mais enfin, pourquoi aller inventer un numéro vert? Il y a un numéro 17-18 en Wallonie qui est là pour répondre en fait aux besoins des citoyens face aux administrations wallonnes. Et pourquoi pas élargir la fonction de ce numéro à la question de l'urgence sociale. Ça n'a pas été appelé Covid, c'est urgence sociale, ce qui est beaucoup mieux parce que ça pourra perdurer. Si c'était Covid, d'évidence, on dirait ça a un temps. Mais ce que ça a permis, et c'est tout à fait étonnant en termes de travail, c'est de passer de 9 à 25 agents de Wallonie qui répondent au téléphone, avec une formation qui s'est faite par l'externe de l'associatif, 2 travailleurs du réseau qui travaillent à l'interne avec eux sur les questions sociales extrêmement complexes liées à la pauvreté, donc une alliance forte, mais surtout ce qu'il y a là derrière, c'est le sens du travail qui a repris. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point une partie des agents qui répondent au téléphone de la région wallonne disent pour le moment que leur travail vient de prendre un sens nettement amplifié par rapport au fait de répondre d'habitude techniquement à partir d'une législation, etc. Aujourd'hui, ils écoutent le citoyen qui appelle. Et aujourd'hui, ils prennent le temps de l'écouter, d'essayer de comprendre. Et puis, quand c'est compliqué, on externalise la situation pour qu'elle soit prise en charge véritablement, etc. Il y a une espèce de révolution dans cet endroit qui fonctionnait bien, hein, qui était accueillant aux citoyens, mais qui était plutôt des répondants humains un peu techniques, un peu mécaniques, un peu... Et donc, on est en train de faire une évaluation avec la hiérarchie de ce fonctionnement, de ce que c'est, de la fonction des gens et du lien intime entre associatif et pouvoir public. Moi, je continue à dire qu'il ne faut pas mettre en rivalité ces deux acteurs-là, mais il faut mettre en liaison de sens pour des droits pour les gens et pas seulement pour de la réparation. Ici, quand on est dans le numéro d'urgence sociale, évidemment, on est sur de la réparation, bien sûr. Hein, mais on doit pouvoir le faire pour le droit, ça, pour les droits, de façon habituelle.
Et Arnaud, donc pour la conclusion. Oui, je vais pas apporter 36 éléments nouveaux, mais en synthétique, hein, éviter effectivement de reproduire le schéma, le scénario un peu désastreux de 2008. C'est simple. Enfin c'est simple. C'est pas simple, mais le scénario l'est. Réagir rapidement, se coordonner très rapidement au niveau du monde associatif et du monde syndical sur la réponse à apporter. Des revendications centrées sur la sécurité sociale, effectivement en nombre limité, mais quelque chose de positif. Voilà, qu'on ne va pas se battre contre quelque chose, ça marche pas super fort, mais par contre, se battre pour de nouveaux droits au niveau de la sécurité sociale. Et enfin, là, je parle pour ma petite chapelle, profiter aussi de cette occasion telle qu'elle se présente à nous pour aussi pouvoir nous réinventer fondamentalement dans notre fonctionnement au niveau des organisations syndicales. Je pense que s'il y a une brèche qui s'est ouverte, c'est maintenant qu'on doit rentrer dedans. Et voilà, je pense que le monde du travail et plus généralement la population attend ça de nous et c'est le moment ou jamais. Ok, ben on va tenir notre promesse de rendre l'antenne à 19h30. Donc merci à vous, aux 3 intervenants. Merci à tous ceux qui ont posé des questions. On est conscient qu'on n'a pas pu poser toutes les questions ici en ligne. Donc nos excuses à ceux qui ont posé des questions qu'on n'a pas reprises. Et puis je vous donne rendez-vous. Donc je vous redis un peu. Restez sur en vigilance par rapport à notre page Facebook. On va annoncer bientôt les dates pour les conférences virtuelles. Donc une sur la 5G, sur la société de surveillance et puis une sur le droit des sans-papiers. Ça arrive bientôt au mois de mai. Voilà, je vous remercie encore une fois et puis à très bientôt. Au revoir.